Tu vis dans ta maison. Elle est modeste, mais c'est chez toi. Tu connais chaque coin, tu plantes tes arbres, tu prépares ton repas, tu vis libre. Mais un jour, quelqu'un frappe à ta porte. Il dit qu'il veut t'aider. Il entre, il s'installe. Et très vite, il commence à décider de tout. Il change les règles, il prend ce qu'il veut et il dit que c'est pour ton bien. C'est comme ça que l'histoire a commencé pour beaucoup de pays africains. Et même si les colons ont dit qu'ils sont partis, ils ne sont jamais vraiment partis. En 2025, il y a encore des soldats français installés sur le sol africain. Des bases, des armes, des avions, des drapeaux. Mais pourquoi ? Pourquoi la France garde-t-elle une présence militaire en Afrique 60 ans après la fin officielle de la colonisation? Tu vas tout comprendre. Mais surtout, tu ne verras plus jamais la carte de l'Afrique de la même façon. Et si tu veux vraiment soutenir ce genre de vérité qu'on ne t'enseigne pas à l'école, abonne-toi à cette chaîne maintenant, car ce qu'on va te raconter ici, tu ne l'entendras presque jamais ailleurs. Alors, commençons simplement. Une base militaire, c'est un endroit où des soldats vivent, s'entraînent, rangent leurs armes, surveillent un territoire et parfois lancent des attaques. Normalement, une base militaire est faite pour protéger son propre pays. Mais ici, on parle de la France, un pays d'Europe, qui installe ses bases en Afrique. Et pas une seule, pas deux. Il y en a au moins 9 connues, encore actives aujourd'hui. Elles ne sont pas là par hasard. Par exemple, au Niger, il y a une grande base aérienne à Niamey, utilisée pour les drones. Au Tchad, à N'Djamena, une autre base importante existe depuis très longtemps. À Abidjan, en Côte d'Ivoire, il y a une base pour la logistique. À Djibouti, la France a une base énorme, près d'une des routes maritimes les plus importantes du monde. Il y en a aussi au Gabon, au Sénégal et dans d'autres endroits moins visibles. Et on nous dit que ces bases sont là pour aider. Aider à quoi? À lutter contre le terrorisme, à protéger la démocratie? C'est ce qu'on entend souvent. Mais est-ce que c'est vraiment ça la vérité? Ou est-ce qu'on nous cache quelque chose? Imagine un instant. Tu es un enfant et quelqu'un te dit qu'il garde un pistolet sous ton lit, mais c'est pour te protéger. Le problème, c'est que ce n'est pas toi qui as la clé. Ce n'est pas toi qui décides quand il s'en sert. Et parfois, ce pistolet fait du bruit, frappe, blesse, et tu ne comprends même pas pourquoi. Est-ce que c'est vraiment pour toi? Ou est-ce que c'est pour garder le contrôle? C'est ça la situation. Ce qu'on appelle aujourd'hui la France-Afrique, c'est ce système invisible mais puissant qui permet à la France de continuer à contrôler, à influencer, à décider pour les autres sans en avoir l'air. Quand les pays africains sont devenus indépendants dans les années 60, la France n'a pas tout à fait quitté le continent. Elle a signé des accords secrets, des accords de défense, des accords militaires, des accords qui disent « vous êtes libres, mais nous, on garde le droit d'intervenir si on pense que c'est nécessaire ». Et la France l'a fait, des dizaines de fois. Elle a soutenu des coups d'État, des dictateurs, des régimes qui acceptaient ces règles. Pourquoi? Parce que ça protégeait ses intérêts, ses entreprises, ses matières premières, son influence. Parce que le pouvoir, ça ne se partage pas si facilement. Regarde le Tchad. Depuis plus de 40 ans, ce pays est dirigé par des présidents proches de Paris. Quand Idriss Déby est mort, son fils a pris le pouvoir, sans élection. Et la France l'a soutenu. Pourquoi? Parce que c'était pratique. Parce que c'était un partenaire fidèle, peu importe si le peuple n'avait pas son mot à dire. Parce que tant que les dirigeants obéissent, tout va bien. Mais si un pays commence à dire non, c'est là que les ennuis commencent. Le Mali, par exemple. Pendant des années, la France y a mené une opération militaire qu'on appelait Barkhane. Des soldats, des hélicoptères, des drones. Officiellement, c'était pour combattre les groupes armés. Mais, malgré toutes ces années de présence, les attaques continuaient. Les villages étaient attaqués, les gens avaient peur. Alors le peuple malien a posé une question simple. Pourquoi vous êtes là? Si vous ne pouvez pas nous protéger, partez. Et c'est ce qu'ils ont fait. Le Mali a expulsé les soldats français. Et ensuite, le Burkina Faso a fait pareil. Et le Niger aussi. 3 pays qui ont dit non,
qui ont choisi une autre voie. Et ça, c'est historique. Mais attention, ce n'est pas qu'une histoire de soldats, ce n'est pas qu'une histoire d'avions ou de bases, c'est une histoire de ressources, de pouvoir, de contrôle. Ce que ces bases protègent, souvent, ce ne sont pas les peuples, mais les intérêts. L'uranium du Niger, par exemple, est essentiel pour alimenter les centrales nucléaires en France. Et qui surveille les sites miniers? Devine, les soldats français. Pendant que les enfants nigériens vont à l'école sans lumière, la France éclaire ses villes grâce à leur sol. Est-ce juste? Est-ce normal? Et pourtant, c'est la réalité. Alors certains disent, mais sans la France, l'Afrique ne peut pas se défendre. Mais c'est faux. Ce n'est pas que l'Afrique ne peut pas, c'est qu'on ne lui a jamais vraiment permis. Les armées africaines ont été volontairement affaiblies, sous-équipées, dépendantes. Pourquoi? Parce qu'un pays fort, autonome, ça dérange. Si tu deviens fort, tu peux dire non, tu peux choisir d'autres partenaires, tu peux décider pour toi-même. Et ça, ce n'est pas bon pour ceux qui veulent garder la main. Heureusement, les choses changent. Une nouvelle génération se lève, des jeunes comme toi peut-être, qui posent des questions, qui refusent de croire tout ce qu'on leur dit, qui veulent comprendre, décider, agir. Le départ des soldats ou français de certains pays, ce n'est pas une petite chose. C'est un message, un cri, une preuve que l'Afrique peut se lever, peut choisir, peut avancer. Ce ne sera pas facile, il y aura des erreurs, des chutes, mais c'est comme apprendre à marcher. Tu tombes, tu pleures, tu te relèves. Et un jour, tu cours. Tu ne verras pas ces histoires dans les grands journaux. Ils diront que c'est dangereux, que c'est de l'ingratitude, que la France veut juste aider. Mais qui aide qui? Et à quel prix? Le terrorisme ne s'est-il pas développé malgré les bases ou à cause d'elles? Qui gagne vraiment dans cette affaire? Certainement pas les peuples. Imagine qu'on te tienne la main toute ta vie en te disant que c'est pour ton bien. À un moment, tu dois la lâcher, tu dois apprendre, tu dois devenir libre. Et c'est exactement ce que certains pays africains commencent à faire. Ce n'est pas une haine contre la France, c'est un amour pour la liberté, une soif de dignité, une envie de construire par soi-même, parce que personne ne viendra libérer l'Afrique. Elle doit se libérer elle-même. Dans la suite, tu vas découvrir des choses encore plus profondes, les documents secrets, les contrats silencieux, les liens entre armées et entreprises, et surtout ce que pourrait être une Afrique vraiment libre. Mais pour ça, abonne-toi, partage cette vidéo avec ton entourage et écris en commentaire. Est-ce que toi aussi, tu veux voir ton pays reprendre sa souveraineté? Parce que le changement commence toujours par une question, et peut-être que c'est toi qui vas y répondre. Tu penses peut-être que tout ce qu'on a raconté jusqu'ici n'est qu'une vieille histoire, que ces bases militaires, ces soldats étrangers, ces accords signés dans l'ombre, tout cela appartient au passé. Mais la vérité, c'est que cette machine est encore en marche aujourd'hui. Et ce qui est encore plus choquant, c'est que la majorité des gens ne savent même pas qu'ils vivent dans un système construit pour les garder sous contrôle. Ce système a un nom, mais on ne le lit jamais dans les livres scolaires. Il s'appelle la dépendance stratégique. Et pour que tu comprennes bien ce que ça veut dire, je vais te raconter une histoire que très peu osent raconter. Quand un pays africain devient indépendant, il devrait pouvoir faire ses propres choix, choisir ses partenaires, signer ses propres accords, utiliser ses ressources comme il le souhaite. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que certains pays comme la France ont laissé derrière eux des contrats secrets. Ces contrats, appelés accords de défense ou accords de coopération, donnent à la France des droits spéciaux dans les anciennes colonies. Par exemple, certains accords permettent à l'armée française de stationner dans un pays africain sans demander la permission du Parlement local. D'autres disent que si le gouvernement est menacé, la France peut intervenir, même si le peuple lui-même veut du changement. Tu comprends? Cela veut dire que, même dans un pays libre, un président peut être protégé par des troupes étrangères, même s'il est rejeté par son peuple. Et le pire, c'est que ces accords ne sont presque jamais rendus publics. Ils sont signés dans les coulisses, entre président et ministre, sans débat, sans consultation populaire. On appelle ça la démocratie. Mais en réalité,
c'est de la soumission organisée. Mais ce n'est pas tout. Derrière chaque base militaire, il y a presque toujours une entreprise française. Pas une entreprise de chocolat ou de vêtements. Non, les entreprises qui extraient l'or, le pétrole, l'uranium, le gaz, elles sont là depuis des décennies. Et elles signent aussi des contrats spéciaux. Des contrats qui leur permettent de prendre des ressources à très bas prix, parfois sans même payer d'impôts dans le pays où elles opèrent. Tu imagines? C'est comme si quelqu'un entrait dans ta maison, utilisait ton frigo, ta salle de bain, ton lit, et te disait ensuite « Merci pour l'accueil, mais je ne paierai rien. » Et si tu protestes, il te dit « Calme-toi, je suis là pour t'aider. » C'est exactement ce qui se passe dans certains pays africains. Et quand une population commence à se réveiller, à dire « ça suffit », à manifester pacifiquement, à demander plus de justice, que se passe-t-il? On envoie les forces de sécurité. Parfois, c'est la police locale. Parfois, c'est plus discret. On infiltre des groupes, on finance des campagnes de désinformation, on tente de déstabiliser l'opinion. Et pendant ce temps, dans les médias internationaux, on dit que ce sont des jeunes violents, mal éduqués, manipulés. Mais en réalité, ce sont souvent des jeunes lucides, courageux, qui ont compris que leur avenir ne doit pas être décidé à Paris ou à Washington, mais chez eux, dans leur propre rue, dans leur propre langue, avec leurs propres rêves. Il faut comprendre que la domination ne se fait plus avec des chaînes visibles. Elle se fait avec des accords invisibles, des dettes toxiques, des bases militaires bien placées, des médias qui racontent l'histoire à l'envers et surtout, des peurs fabriquées. On fait croire aux Africains qu'ils ne peuvent pas vivre sans aide, qu'ils ne peuvent pas se défendre seuls, qu'ils ont besoin d'un tuteur, d'un protecteur. Et plus tu entends ça, plus tu y crois. Mais c'est faux. L'Afrique n'est pas pauvre, elle a été appauvrie. L'Afrique n'est pas fragile, elle a été fragilisée. Et maintenant, elle commence à se relever. Aujourd'hui, les jeunes Africains prennent la parole sur les réseaux, dans les universités, dans les quartiers. Ils posent les vraies questions. Ils n'acceptent plus les mensonges. Ils veulent comprendre pourquoi, alors que leur pays regorge d'or, ils vivent dans la misère. Pourquoi, alors que l'uranium de leur sol éclaire l'Europe, eux-mêmes mangent à la bougie. Pourquoi, alors que leur territoire est rempli de soldats étrangers, ils ne se sentent toujours pas en sécurité, se réveillent et puissants. Et ils dérangent, parce qu'un peuple qui pense devient dangereux pour ceux qui dominent. Mais attention, ce combat ne se gagne pas juste avec des slogans. Il faut de l'éducation, de l'unité, de la stratégie et surtout, il faut connaître son histoire. Parce qu'un peuple qui ne connaît pas son passé est condamné à le répéter. Sais-tu que certains dirigeants africains qui ont voulu sortir du système ont été éliminés? Thomas Sankara au Burkina Faso, Patrice Lumumba au Congo, Sylvanus Olympio au Togo. Tous voulaient l'indépendance véritable. Tous ont été arrêtés, assassinés ou renversés. Pas par accident, mais parce qu'ils dérangeaient l'ordre établi. Et devine quoi? Les bases militaires françaises étaient déjà là. Alors maintenant, imagine un instant une Afrique sans bases étrangères. Une Afrique où chaque pays contrôle ses frontières, ses ressources, ses décisions. Une Afrique où les écoles sont financées par l'argent du pays, pas par des prêts empoisonnés. Une Afrique où les jeunes ne risquent plus leur vie dans des bateaux pour aller en Europe, mais restent chez eux parce qu'il y a de l'espoir. Une Afrique qui ne tend plus la main pour mendier, mais qui lève la tête pour décider. Certains diront que c'est un rêve, mais les rêves deviennent réalité quand les peuples se lèvent. Et ce qui se passe en ce moment, ce n'est pas juste une colère passagère, c'est un changement de mentalité, c'est une prise de conscience collective, c'est le début d'une nouvelle histoire. Et cette fois, elle sera écrite par les Africains eux-mêmes. Toi qui écoutes cette vidéo, retiens ceci. Tu n'es pas trop jeune, ni trop petit pour comprendre. Si tu arrives à écouter, à poser des questions, à parler autour de toi, tu fais déjà partie du changement. Il n'y a pas besoin d'être président pour résister. Il suffit de refuser le mensonge. Il suffit de dire la vérité. Et surtout, il suffit de croire que l'Afrique mérite mieux. Alors si toi aussi, tu crois que ton pays mérite d'être libre, d'être respecté, d'être maître de son destin, partage cette vidéo.
Montre-la à ta famille, à tes amis, à ton école, parce que ce n'est pas juste une histoire de soldats, c'est une histoire de dignité, une histoire d'identité, une histoire de futur, et ce futur commence maintenant. Abonne-toi, reste debout et n'oublie jamais, ceux qui veulent que tu te taises, ce sont ceux qui ont le plus peur de ta voix.